Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au public, à notre sténotypiste, à la presse qui est peut-être pas encore arrivée et à notre direction des services qui est ici présente. Nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal par, comme on le fait d'habitude, l'éphéméride préparée d'une main de maître par notre service communication. Voilà, merci pour cette présentation et cette préparation pour cet éphéméride encore bien complet depuis la dernière séance du conseil municipal. Je vais laisser la parole à notre Benjamin, Romain Waquet, qui va nous faire l'annonce de la feuille de présence. Merci, monsieur le maire. Rodrigue Desmet, Antonio da Silva, Chantal Nice, Thibaut Tellier, Annick Castelin, Michel Pétillon, Anne Thorez, Franck Gilmet, Claudine Zam donne procuration à Romain Waquet, Rosemarie Buchet, Dany Delbecq, Thérèse-Marie Couvreur, Dominique Acou, Claudie Rius donne procuration à Julien Marien, Thierry Mittenard, Olivier Dontz, Simon Beaumont, Edwige Cardenia, Xavier Duquesne, Virginie Lamblin, Mustapha Guirou, Fernando Rocha, Peggy Robert donne procuration à Rosemarie Buchet, Alexandra Cousti donne procuration à Annick Castelin, Alice Kinen, Émilie Livet, Julien Marien, présent. Jean Motuel, présent. Romain Waquet présent, Sylvie Blotio, Peggy App-Dupré, Éric Zajda, Mathieu Leclerc. Merci. Merci, monsieur Waquet. Nous allons pouvoir passer, donc il y a des présents qui sont arrivés en cours de liste, d'appel, donc voilà, vous pourrez les noter. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance qui a eu lieu le 6 février 2023. Y avait-il des remarques, des questions sur ce compte-rendu? Non. Donc je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Donc nous allons pouvoir commencer l'ordre du jour. Je vais vous présenter les 4 délibérations
qui suivent. Tout d'abord, concernant les délégations d'attribution, nous avons vu cette délibération lors de notre plénière. Donc, pour résumer un petit peu, c'est suite aux délibérations qui avaient été votées en mai 2020 et pour compléter la délibération du 6 juillet 2021 et du 4 juillet 2022, nous allons changer un peu, rajouter un alinéa sur la délégation d'attribution au maire. Et cet ajustement c'est d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article 2123-18. Ce qui résume un petit peu, c'est les délibérations qu'on passait, je dirais, par rapport au déplacement de nos élus, pour exemple, celui de M. Tellier pour la classe d'environnement. C'est à hauteur de 2 000 €. Et donc, aujourd'hui, il vous est présenté de rajouter cet alinéa dans cette délibération, cette délégation d'attribution au maire. Y a-t-il des questions, M. Zajda? Merci, Monsieur le maire. Alors, évidemment, c'est un alinéa qui pose aucun problème pour nous à ce niveau-là, puisque ça facilite un petit peu aussi la vie du conseil municipal. Cependant, comme ça vient par rapport au mandat et délégation du maire que nous avons voté précédemment contre, évidemment, nous voterons contre la délibération. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Donc, j'entends votre vote suite au vote précédent. Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Je vous en remercie. Délibération suivante. Vous avez tous été, comme moi, choqués, je dirais, par rapport au séisme de magnitude 7,8 qui a touché la Turquie, la Syrie. Et dès, je dirais, ce séisme, j'ai demandé au CCAS de travailler sur un accompagnement avec une association. Et donc, le CCAS a mobilisé tous ses moyens pour essayer de trouver la meilleure association pour proposer un accompagnement. Vous pouvez voir qu'il y a 46 000 morts qui ont été touchés par ce séisme. Il y a de nombreux blessés et toutes ces personnes sont encore sans abri. Et donc, il y avait nécessité de trouver une organisation qui, finalement, aide sur le terrain, mais aussi complète cette aide encore en ce moment et va continuer à accompagner toutes les familles syriennes et turques dans ce malheur. Et aujourd'hui, on vous demande de voter ce versement d'une subvention municipale exceptionnelle de 5 000 € à Médecins sans frontières. Vous connaissez tous cette association qui vient en aide aux victimes. Et donc, c'est pour nous, je dirais, un accompagnement solidaire de la ville de Ronques auprès, je dirais, de Médecins sans frontières, mais aussi auprès des victimes de Turquie et de Syrie. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant M. Zajda. Alors nous voterons pour cette délibération qui est très bien, mais après je pense qu'il faut faire attention aussi à tout ce qui est médias. Donc en fait on entend beaucoup parler de ce tremblement de terre, mais par exemple la semaine dernière il y a eu 2 ouragans et un tremblement de terre au Vanuatu. On en entend à peine parler et c'est pas quelque chose où on va forcément aller les aider, alors qu'il y a eu aussi quelques centaines de morts. Donc voilà, c'était simplement pour dire que c'est peut-être faire à tout le monde dans ce cas-là à chaque fois qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pour ça, hein, je dirais, si on choisit aussi Médecins sans frontières, c'est aussi, ils apportent une aide ailleurs. Donc aujourd'hui, ça complète finalement leur dispositif. Et voilà, ça rejoint finalement votre volonté, je dirais, d'accompagner cette organisation qui permet d'intervenir partout. Et c'est vrai que médiatiquement, on a plus entendu parler de la Turquie, de la Syrie, mais aujourd'hui, dans les conditions où cette organisation travaille, c'est bien de les aider et ça permettra aussi de développer cette aide sur d'autres secteurs. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. La troisième délibération, c'était une délibération qu'on voit à chaque conseil municipal concernant le tableau des effectifs.
Là aussi, il n'y a pas eu d'observation, je dirais, lors de commission plénière. C'est des ajustements, des mutations et surtout la mise en place finalement de ces postes ouverts pour les jobs d'été. Vous avez pu voir sur la liste des différentes postes qui étaient soit mutés, soit ajustés et permettant aussi d'accueillir ces jobs d'été. Y a-t-il des questions sur ces ajustements? Donc je porte aux voix concernant ce tableau des effectifs qui est pour unanimité. Ah, non, pas unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? On s'abstient comme habituellement. Donc vous abstenez. Je vous en remercie. Dernière délibération que je vais présenter concernant le dispositif bientôt la rentrée. Alors, vous savez qu'on avait mis ça en place l'année dernière pour finalement pouvoir accueillir les enfants, alors suite aux ALSH, mais pouvoir les accueillir dans la dernière semaine des vacances en août. Je tiens à préciser que la rentrée aura lieu le 4 septembre. Donc les ASH se terminent le 25 août. Et il y avait nécessité de reconduire ce dispositif de bientôt la rentrée qui est accompagné par des associations et aussi par la culture municipale avec différentes associations qui s'organisent pour accueillir pendant une semaine et en demi-journée du 28 août au 1er septembre les enfants. Et donc aujourd'hui on vous demande de voter ce dispositif avec les tarifs qui sont mis ici sur le tableau. Vous voyez des tarifs selon les quotients familiaux et d'accompagner finalement les associations qui s'organisent pour signer la convention de partenariat définissant finalement ce projet d'organisation. C'est bientôt la retraite. Donc les associations qui nous accompagnent sont l'ESR Foot, l'ESR Gymnastique, les Francs Archers, la Boule Ferrée, le JAR, l'ULJAP, le volleyball. Voilà, donc c'est cette modalité-là qui va être remise en place et j'en suis sûr que ça facilitera les familles pour s'organiser, pour les accompagner lors de ces demi-journées et de faire en sorte que l'intégration et la rentrée se passent au mieux. Y a-t-il des questions, Monsieur Zajda? On votera pour la délibération comme l'année dernière. Et comme l'année dernière, je réitère, même si on en a parlé déjà en commission municipale, de faire un plus, à réfléchir pour des années futures, de pouvoir les faire sur deux demi-journées avec, dans ce cas-là, comme il y a des problèmes de cantine, de le faire avec des pique-niques ou des choses comme ça, parce que c'est pas toujours évident de s'organiser en tant que parent pour aller déposer un enfant que pour une demi-journée. On en avait parlé, c'est vrai que c'est un dispositif qui est déjà un plus. Franchement, c'est un bel effort que fait la municipalité et les associations pour permettre d'accueillir. J'entends, je dirais par rapport à ce repas, mais nous, c'est difficile quand même de s'organiser, c'est ce qu'on avait dit lors de la plénière, je dirais pour réunir tous les enfants à un secteur. Et les associations n'ont pas forcément les bénévoles ou les personnes qui accompagneront ces enfants disponibles le midi. Donc voilà. Donc on étend un petit peu le dispositif, pas au niveau temps, je dirais dans la journée, mais on l'étend au niveau proposition. Et donc ça permet finalement d'accueillir le maximum d'enfants. C'est vrai qu'on doit, je dirais, demander aux familles de s'organiser aussi, mais on les accompagne aussi. Monsieur Tellier, vous vouliez rajouter quelque chose ? Alors, étant donné que c'est la même question, ça va être la même réponse, parce qu'en fait, on est toujours sur le même cadrage, mais quand même rappeler, je pense que c'est utile aussi, que cette dernière semaine du mois d'août est aussi la semaine de préparation du temps scolaire. Ce qui veut dire très clairement que une fois que les ALSH sont terminés et avant l'arrivée des élèves, on a exactement une semaine pour préparer la rentrée, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il y a toute une logistique à remettre en perspective, notamment sur la cantine. Donc ça explique pourquoi il y a aussi cette non-couverture du temps cantinier, tout simplement parce qu'on a besoin de faire notamment un certain nombre de diagnostics avant le retour des élèves. Donc
voilà, on n'a pas de choix, mais je tiens quand même à souligner qu'il y a encore quelques années, cette semaine, elle était vacante, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune proposition qui était faite aux parents qui, quand même, très largement avaient repris le boulot la 3e semaine du mois d'août. Donc là, on est, je dirais, largement sur un progrès, mais il nous reste des contraintes techniques que l'on doit, je dirais, prendre en compte si on veut vraiment être sur une rentrée sereine. Monsieur Zajda. Alors, on l'entend bien, on n'a absolument pas critiqué le principe qu'il n'y avait pas de cantine pour l'organisation. C'était simplement l'apport d'un pique-nique des parents. Il y a peut-être des associations qui peuvent très bien s'organiser, bien sûr en collaboration avec la ville, pour pouvoir l'organiser. Peut-être pousser quelques personnels qui étaient dans les AESH à faire peut-être aussi des heures supplémentaires le midi pour pouvoir accompagner aussi ces associations. Voilà, c'était des idées. L'encadrement, les responsabilités aussi, hein, voilà, c'est pas si simple. Voilà, donc faut vraiment tout regarder, je dirais, pour accompagner. C'est pas tout de mettre un animateur pour encadrer. On a la responsabilité, ou l'association a la responsabilité, si un des enfants, hein, je rappelle, c'est de 6 à 12 ans, est dans le bâtiment, ben voilà, il faudra bien. Voilà, donc il y a aussi le problème d'hygiène. Donc voilà. Donc, d'autres questions? Non. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Et Monsieur Tellier, je vous redonne la parole pour votre délibération concernant le cinéma. Merci Monsieur le maire. Donc on revient vers vous effectivement ce soir pour une délibération sur le cinéma. Donc je rappelle que après un certain nombre de rencontres avec l'association du cinéma Gérard Philippe, donc on s'est mis d'accord sur un protocole qui consistait, et je tiens ici à saluer leur attitude, que l'activité du cinéma se poursuivrait jusqu'à cet été. Après, il y a toujours le temps de fermeture annuelle du cinéma, et que donc le cinéma sera repris en gestion directe par la ville à partir du 1er septembre. Donc, je rappelle les objectifs qui étaient les nôtres dans cette démarche. Premièrement, c'est garder la continuité du cinéma. Donc cette première étape a été franchie avec succès, puisque vous en êtes aperçu, le cinéma n'a pas opéré de rupture dans les propositions qui sont faites aux spectateurs, c'est-à-dire que le cinéma a continué à exercer son activité au-delà d'une fermeture administrative possible. Deuxième objectif, c'est celui qu'on vous présente ce soir, c'est effectivement la possibilité donc d'intégrer le personnel. Je rappelle, je vous l'avais dit la fois dernière, qu'il y avait effectivement 2 emplois concernés, donc la ville, et là aussi je pense que ça doit être salué, dans des temps, dans des contraintes budgétaires qui ne sont pas évidentes, de pouvoir intégrer 2 personnes dans le budget municipal. Et puis il restera un 3e objectif qui se fera, je pense, à l'orée de l'automne 2023, qui sera donc effectivement de susciter une recréation d'associations en soutien à l'activité du cinéma. Voilà, donc là on est dans la 2e étape, préservation des emplois. On a affaire à des personnes qui sont extrêmement qualifiées, et ça, je dirais, procédera également à la continuité du service rendu par le cinéma Gérard Philippe. Merci Monsieur Tellier. C'est vrai que c'est une première étape, comme vous l'avez dit. Je tiens à saluer toute l'organisation qui a été faite, aussi bien municipale et associative, pour permettre finalement cette transition qui permettra finalement de garder ces emplois, de les municipaliser, mais aussi de garder cette activité cinéma et de la compléter avec une offre que je sais vous travaillez avec les services pour continuer à faire en sorte que notre cinéma rayonne aussi bien dans la ville mais aussi à l'extérieur. Y a-t-il des questions? Monsieur Zajda. Merci. Alors j'avais 2 questions. La première, on n'en avait pas parlé en commission, c'était concernant la billetterie.
Du coup, puisqu'il n'y a plus de bénévoles en soi, du coup, ça ne va pas se faire ici à l'entrée du cinéma. Je suppose que ça va aller au guichet unique. Non, non, c'est avec une régie, voilà. Donc il y aura une régie, il y aura quelqu'un qui sera là à chaque oui, séance. oui, oui. Donc quelqu'un du personnel municipal oui, qui s'en oui, occupera. pour une régie, oui. Donc pour la première, ça c'est la première question. La deuxième, du coup, sera quoi l'objet de l'association qui va être créée après? Parce que si c'est pour aider dans l'organisation du cinéma, est-ce qu'il n'y a pas un risque de considérer que c'est pour remplacer du personnel qui pourrait travailler? Donc, Et je vous laisse répondre. Alors, sur le premier point, c'est un contrôle de légalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez affaire à un cinéma municipal, de facto, l'argent devient de l'argent public. Donc ça veut dire que seul un personnel habilité peut recevoir des recettes. Donc ça, c'est, je dirais, le premier pôle, en toute légalité, ce qui n'empêchera pas. Et nous le souhaitons, je le répète ici, nous souhaitons évidemment qu'il y ait toujours une activité militante, vous voyez, une activité bénévole d'encadrement autour des activités du cinéma. Bon, cette activité, elle est quoi? Eh bien, elle est essentiellement sur notamment la vente de friandises à l'entrée du cinéma. Ça, pour le coup, ça peut se faire. C'est simplement l'émission des tickets qui pose un souci de légalité. Pour le reste, on peut évidemment, et on fera tout ce qui est en sorte, je vous corrige, je me permets juste de vous corriger sur un point, on ne va pas susciter la création d'une association, ce n'est pas notre rôle. On va soutenir l'éventuelle création d'une association, ce qui est un tout petit peu différent. L'idée, encore une fois, moi je l'ai dit, on a rencontré le directeur du cinéma avec Sébastien Suan. Et moi, je leur ai dit, voilà, on s'est engagé à créer un certain nombre d'activités périphériques avec la programmation actuelle, notamment un ciné-club. Moi, je souhaite qu'effectivement, eh bien, on puisse créer une commission de bénévoles qui pourra faire des suggestions, proposer des films dans le cadre de ces activités qui seront au cinéma. Voilà. Donc, vous voyez, le rôle des bénévoles sera redéfini, mais finalement ne changera pas grand-chose dans le fonctionnement du cinéma. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la fin de votre question, donc vous me corrigerez si tant est que j'ai mal compris. Il ne s'agit pas de faire des bénévoles, des supplétifs, des gens qui seront à la billetterie. C'était ça la question? Bon, bah donc j'avais bien compris. Donc je vous réponds non, évidemment. C'est-à-dire qu'on mettra, on s'engage évidemment à mettre les moyens nécessaires à ce que l'activité réglementaire soit assurée de manière évidemment convenable. Merci, Monsieur Zajda. merci. Alors la deuxième question du coup qui vient sur l'association, quel sera l'objet de l'association? Parce que si elle vend des friandises, dans l'hypothèse que ce soit ça, cet argent, avant, je suppose qu'elle rentrait dans le budget global de l'association cinéma et qui permettait le fonctionnement. Là, du coup, il y aura de l'argent qui va être récolté, ça devra certainement servir à quelque chose. Donc c'est pas juste l'histoire de vendre des friandises. Et voilà. Et la question sur les tickets, c'était aussi savoir s'il y avait bien quelqu'un qui serait là. Parce que si c'était au guichet, je pense que ça perdrait encore plus de valeur et d'envie aux gens d'aller au cinéma s'il faut d'abord aller à la mairie pour aller récupérer ces billets. Non, ça serait trop complexe. Alors, en fait, ça fait 4 questions. Mais je vais répondre aux 4. Plus sérieusement, j'arrive pas à voir si mon collègue aux finances est là. Elle est là. Bon, tant pis, donc je vais quand même le dire. Moi, je souhaite effectivement qu'il y ait une partie qui reste à l'association. On verra, c'est-à-dire la partie vente friandises. Ça pourrait être une proposition, effectivement, de voir et de leur laisser. Mais on en discutera le temps venu, évidemment. Sur l'autre versant, non, je ne comprends pas bien pourquoi on devrait aller en mairie. C'est-à-dire que la billetterie, vous la trouvez à la source. Hein.
vous la trouvez à la source. Donc, en fait, ça ne va rien changer, si vous voulez. C'est simplement que derrière le guichet, ce ne sera plus une personne qui représentera une association, ce sera une personne qui représentera la ville. Pas plus, pas moins. Voilà, donc, vous voyez, en fait, je reviens là-dessus. L'objectif que nous nous sommes fixés, et je pense que nous avons atteint, c'est de faire en sorte que rien ne change pour les Roncoises et pour les Roncois. On reste effectivement sur une activité qui est celle, vous ne me posez pas la question, mais vous voyez, moi j'en rajoute encore une, donc je vous donne une réponse à une question que vous n'avez pas posée, c'est que la programmation restera exactement dans l'esprit de celle qui est aujourd'hui. Donc ça ne changera strictement rien, simplement on ajoute, on fait une plus-value sur le cinéma par la diffusion. On est en train de voir ça avec l'équipe de la Source, mais sur une programmation effectivement ciné-club, mais qui sera plus que du ciné-club, puisqu'il y aura notamment des documentaires aussi, hein, avec des débats. L'idée, c'est ça, d'ailleurs, je pense que ça va s'appeler ciné-débat. Donc il y aura toute une série de propositions qui seront faites, en plus de la programmation. Oui, et pour répondre à une des questions, l'objet restera à définir. C'est pas notre rôle, je dirais, de définir l'objet de l'association. C'est de travailler avec eux, je dirais, pour que l'association se crée et puisse prendre le relais finalement sur ce cinéma et sur cette gestion. Donc aujourd'hui, vous dire exactement l'objet, je peux pas vous le dire. C'est pas à moi de vous le dire. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à vos interrogations. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Eh bien, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Tellier. Monsieur Gilmet, je vous laisse les délibérations 106 à 110. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous allons commencer par cette première délibération. On parle des ventes aux enchères de matériel et mobilier municipaux sur un site de vente en ligne. Donc, vous pouvez voir que le tableau qui vous est diffusé, ce sont les ventes qui ont été réalisées sur le site agorastore.com. Donc on va aller très schématiquement et assez rapidement. Vous voyez qu'il y a une valeur d'acquisition qui a été mise par rapport aux biens qui ont été vendus. Le total est à hauteur de 70 700 €. L'ensemble des biens sur la colonne d'à côté sont amortis, ce qui veut dire que le prix de cession au total, qui est de 15 728 €, excusez-moi, est une plus-value à 100%, puisque nous n'avions plus d'amortissement sur les biens. Donc la plus-value s'élève donc à 15 728 €. Ça va mieux comme ça. Voilà, monsieur le maire. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas on ne porte pas aux voix, hein, c'était une présentation. Vous pouvez passer à la délibération suivante, monsieur Gilmet. Merci, monsieur le maire. Alors, sur la délibération suivante, nous allons parler des comptes de gestion, qui est un début, une introduction pour le compte administratif que je vais vous présenter par la suite. Alors, je vais essayer de vous simplifier les chiffres qui vous sont présentés dans le tableau. Tout d'abord, sur le tableau, vous voyez qu'il y a une section d'investissement. Donc, ce sont les mouvements qui ont été réalisés sur l'exercice 2022 entre les recettes et les dépenses. Et vous voyez que ça nous donne un total de 1 958 876,79. Et vous pouvez voir que si vous regardez sur la gauche, c'est un déficit. Donc, ça pourrait être, entre guillemets, alarmant. Maintenant, je vais vous expliquer que ce qui est réalisé dans la section d'investissement s'additionne à ce qu'on a pu réaliser sur les exercices précédents et sur un solde de départ. Donc, je vais demander si c'est possible de passer au slide suivant, et on reviendra après. Vous voyez, vous avez une ligne d'investissement qui est, pour le coup, au niveau horizontal, et vous avez un montant au départ qui est de 2 593 137,88 €. C'est le solde de départ de l'exercice 2022. Dans lequel nous avions un solde, extrêmement positif. Pourquoi ? Puisque sur l'année 2021, nous avions eu des recettes qui avaient été réalisées, mais pas forcément les dépenses en face. Et donc, nous avions prévu que sur l'exercice 2022, nous allions avoir des restes à réaliser en dépenses assez importants. Et c'est ce qui s'est passé.
Donc le solde, lui, avait déjà enregistré une grande partie des recettes. Nous sommes venus réaliser des investissements complémentaires sur l'exercice 2022, ce qui a créé un déficit de 1 958 876,79 que je viens de vous expliquer. Et si vous faites la somme des deux, nous sommes bien à 634 261,09 de résultats positifs sur les investissements à l'issue de l'exercice 2022. Et c'est ce solde-là qu'on reprendra sur l'exercice qu'on vient d'ouvrir au niveau 2023. Voilà déjà pour les investissements. Vous savez qu'on parle toujours d'un budget d'investissement et aussi d'un budget de fonctionnement. Donc on va revenir sur le slide précédent et maintenant on va regarder le fonctionnement. Vous prenez la colonne de fonctionnement, vous allez tout en bas et vous voyez que nous avons un excédent de 2 4 665,37 €, c'est-à-dire une différence positive entre les recettes et les dépenses. Si nous projetons le tableau suivant, nous allons prendre la ligne de fonctionnement. Je vous fais un petit rappel que lorsque nous avions clôturé l'exercice 2021, nous avions un excédent de fonctionnement de 2 662 795,72 €. Nous avons affecté 1 million à l'investissement, et on le retrouvera plus tard dans le compte administratif. Et donc, nous avons gardé 1 662 795,72 € d'excédent en fonctionnement, qu'on est venu additionner aux 2,4 millions que je viens de vous présenter, ce qui fait que nous avons une section de fonctionnement qui est excédentaire de 3 667 461,09 €. Voilà, nous avons, et ça fera l'objet, pas de la délibération suivante, mais la délibération encore après, sur laquelle nous déciderons de l'affectation de ce résultat excédentaire de fonctionnement. Voilà, monsieur le maire, pour les comptes de gestion. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Juste Jajda. oublié de vous dire la semaine dernière que c'était 2022 sur la colonne de droite. La dernière. Résultat de clôture, exercice 2022. Tout simplement. Ouais. C'est un détail. Mais je pense qu'à travers l'explication qui me semblait claire, on pouvait comprendre 2022, j'espère. On fera corriger. Voilà. Donc je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Je vais laisser la présidence du conseil municipal pour le compte administratif à monsieur Da Silva. Je vais rester pour les débats et je partirai pour le vote. Monsieur Julimet. Merci, monsieur le premier adjoint. Donc là, je vous ai présenté le compte de gestion. Maintenant, nous allons rentrer vraiment dans le détail du compte administratif. Donc le compte administratif que je vais vous présenter constitue le dernier acte du cycle budgétaire. Il retrace la réalisation entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 des dépenses et recettes prévues dans le budget primitif, premier budget voté, le budget supplémentaire qui arrive par la suite et les différentes décisions modificatives qu'on peut présenter au cours d'un exercice. Comme vous commencez à le connaître, et je vous l'ai dit un peu sur le compte de gestion, le budget de la commune se structure par une section de fonctionnement et une section d'investissement. Alors, tout d'abord, commençons par la section de fonctionnement. Pour rappel, la section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant de l'ensemble des services municipaux. À la clôture de l'exercice 2022, le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 2 4 665,37 €, ce qui est raccord avec ce que je viens de vous présenter dans la délibération précédente. C'est-à-dire que donc, nous avons une différence positive entre les recettes et les dépenses. Alors, vous avez le tableau des dépenses réelles qui vous est projeté. On constate différentes évolutions entre l'exercice 2022-21, même sur les exercices précédents. Je ne vais pas vous lire tous les chiffres, simplement que les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 14 330 579,22 €. On pourrait rajouter une petite partie en dessous, ce qu'on appelle les dépenses d'ordre, ce qui nous amènerait à des dépenses totales à hauteur de 15 333 945,12 €. Les dépenses d'ordre, qui sont des dépenses qui ne génèrent pas de trésorerie. Si nous passons sur le slide suivant, on va d'abord trouver les taux de réalisation en 2022. Donc vous pouvez constater qu'au niveau des charges à caractère général, nous sommes à 85,66%, les charges de personnel 98,93%,
les charges de gestion courante 95,67% et les charges réelles financières 91,05%. En dessous, vous avez un tableau. Et comme j'ai toujours plaisir à le dire, c'est mon tableau préféré. C'est un tableau qui permet de remettre les dépenses par citoyen, entre guillemets, à calculer une moyenne. Donc vous avez la colonne qui est, comment dire, de Ronc, et on se compare au département, à la région et au niveau national. On voit qu'on a des charges générales qui sont supérieures à la moyenne des autres entités présentées. Ça ne veut pas dire que nous avons une mauvaise gestion. C'est pour moi en grande partie le fait que nous proposons des prestations, beaucoup de prestations sur la ville de Ronc aux citoyens roncois. Et c'est très bien comme ça. Et c'est des choix que nous faisons. Donc ça nous amène à avoir par exemple sur les charges de caractère général à être en moyenne à 344 €. Ensuite, vous avez les charges de personnel qui sont à 573 €, qui sont en dessous des strates comparables. Donc, on peut voir, si je fais un petit résumé de ce tableau, que globalement, nous sommes à 1052 €, c'est-à-dire inférieur à l'ensemble des 3 strates qui sont proposées. Donc, c'est déjà un premier marqueur d'une gestion saine de la ville de Ronc sur cet exercice 2022. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail des charges et plus précisément, je vais vous expliquer de quoi sont composées les dépenses réelles de fonctionnement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les dépenses d'ordre, ce sont des dépenses sur lesquelles il n'y a pas de variation de trésorerie. Les dépenses réelles, ce sont des dépenses où nous avons une sortie d'argent pour la collectivité. Les dépenses réelles ont augmenté de 5,79% par rapport à 2021. Commençons par le chapitre 11, c'est le chapitre des charges à caractère général. Elles correspondent à toutes les dépenses courantes de la collectivité. Vous allez retrouver la maintenance, l'entretien des bâtiments, les achats de petits matériels, gaz, électricité, eau et carburant. Elles représentent 31% des dépenses totales de fonctionnement comme en 2021. Elles s'établissent à hauteur de 4 684 000 € et on constate une progression de 238 000 €, soit plus 5,36% par rapport à 2021. Alors, cette augmentation est due à une reprise de l'activité puisque les 2 années précédentes avaient connu des suppressions de manifestations et d'activités, ce qui ramène les dépenses à celui de 2018-2019. Les principales modifications par rapport à 2021 sont, alors on a les dépenses consacrées à la jeunesse, c'est ce qu'on appelle les LSH, la garderie, Récréanime, pour 768 000 €, soit une augmentation de 124 000 €, mais un coût identique à 2019. Nous avons la reprise des classes de découverte annulées en 2020 et 2021 pour 120 000 €, les animations, spectacles et frais annexes pour 226 000 €, soit une augmentation de 47 000 €, les activités sportives et frais annexes pour 170 000 €, soit une augmentation de 46 000 €. Je vais vous demander de m'excuser une petite seconde, j'en suis désolé. Excusez-moi. Par rapport à ces différentes charges que je viens de vous présenter, en tant qu'adjoint finance, je pourrais vous dire nous avons de fortes augmentations. Mais en fait, je m'en réjouis, puisque, comme vous avez pu le comprendre, ces augmentations sont marquées par une reprise des activités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient, enfin voilà, de tout domaine possible. Donc, je me félicite, en tant qu'adjoint en finance, qu'on ait une augmentation au niveau de ces dépenses et qu'on retrouve, comment dire, un rythme normal. On ne l'a pas encore tout à fait, retrouvé, mais on va y arriver sur cet exercice-ci qu'on est en train de vivre. Après, vous avez d'autres dépenses, comme la production des repas pour 400 000 €, soit une diminution de 110 000 € suite au changement de prestataire. Ce constat nous fait dire que parfois certains choix politiques forts se justifient. Et vous voyez l'économie qu'on a pu constater là. Enfin, les charges ont aussi augmenté contre notre volonté, malheureusement. L'incidence de l'augmentation du coût des matières premières pour environ 40 000 €. Alors, on a eu les fournitures administratives, le papier, ainsi de suite, qui a augmenté. Les coûts concernant les fluides, eau, électricité et gaz représentent 715 000 €, soit 30 000 € de moins qu'en 2021, ce qui est une très bonne surprise.
Cette diminution est liée au marché en cours, avec une évolution contenue, ainsi qu'à la bonne gestion interne de diminution des températures afin de respecter la sobriété énergétique demandée par le gouvernement. Donc moi je dis bravo, car beaucoup de communes n'ont pas réussi à réaliser ça. Et nous avions présenté lors d'un conseil municipal précédent différentes actions, et on peut voir que ces actions ont porté leurs fruits. Voilà pour le chapitre 11 qui était les charges à caractère général. Maintenant, je vais vous présenter le chapitre 12, c'est-à-dire les charges de personnel correspondant aux salaires et aux charges de personnel, bien entendu. La masse salariale représente 51% des dépenses totales de fonctionnement, contre 53% en 2021. Elles s'établissent à hauteur de 7 802 000 et sont en augmentation de 273 000, soit plus 3,62% par rapport à 2021. Nous passons de 219 agents fin 2021 à 213 agents fin 2022. Le nombre d'agents titulaires a augmenté de 1, soit 145 agents, et le nombre de contractuels a diminué de 7, soit 68 agents. L'augmentation de ce poste de dépense est principalement due à l'augmentation de la valeur du point au 1er juillet 2022, qui était de 3,5%, aux heures supplémentaires rémunérées dans le cadre des élections présidentielles et législatives, à la revalorisation des plus bas salaires de la fonction publique, à la revalorisation de certains régimes indemnitaires, à la création d'un poste d'assistant administratif à la direction des services techniques et au paiement des heures effectuées suite à la reprise des manifestations municipales. Pareil, je fais le même constat. Oui, nous avons une augmentation, mais comme je viens de vous les énumérer, des augmentations qui sont pour les salariés de la ville qui sont bien, puisqu'il y a des réajustements, par rapport au contexte économique tels que l'inflation. Et aussi, on retrouve des dépenses supérieures puisqu'il y a une reprise d'activité. Maintenant, passons au troisième chapitre, les autres charges de gestion courantes qui correspondent aux subventions, aux participations et aux indemnités des élus. Alors, ces charges représentent 11% des dépenses totales de fonctionnement, comme en 2021. Elles s'établissent à 1 723 000 € et augmentent de 208 000 €, soit plus 13,71%. On va retrouver principalement la subvention versée à Caleid, puisque nous étions en 2022, 500 000 € en 2022 contre 312 000 € en 2021. Le chiffre que je vous donne fait apparaître une forte augmentation, mais qui était une augmentation dite artificielle, puisqu'il y avait eu des versements de la CAF qui avaient été faits directement à Caleid sur l'exercice 2021, que nous avions déduit sur les 500 000 €. C'est pour ça que c'était 312 000 € en 2021, et puis nous avions retrouvé un budget normal de 500 000 € en 2022. Les subventions versées aux associations, 140 000 € en 2022 contre 170 000 € en 2021. La subvention versée au CCS, 300 000 € en 2022 contre 350 000 € en 2021. Les contributions obligatoires aux écoles privées, 503 000 € en 2022 contre 488 000 € en 2021. Les indemnités aux élus, 149 000 € en 2022 contre 146 000 € en 2021. Et les dépenses informatiques en nuage, j'aime bien cette expression-là, 107 000 € en 2022 contre 36 000 € en 2021. Je vous ai expliquer 3 chapitres qui sont les chapitres les plus importants des dépenses de fonctionnement. Et là, on vient de parcourir 93% des charges. Il reste d'autres chapitres, par exemple le chapitre 66, les charges financières. Elles correspondent aux intérêts des emprunts. Je suppose que déjà, je vous dis ça, vous connaissez notre politique concernant les emprunts et vous pouvez comprendre que nous avons une diminution progressive de l'encours de l'emprunt et donc on constate une diminution des charges financières, c'est-à-dire des intérêts des emprunts, de moins 31,11%. Le remboursement des intérêts s'élève à 20 030 € contre 29 076 € en 2021. Enfin, nous avons le chapitre 67, ce sont les charges dites exceptionnelles, c'est-à-dire qu'elles correspondent à des dépenses qui font suite à des événements inhabituels, qui n'entrent pas dans le courant de la mairie. Elles représentent 101 000 € et on va retrouver l'indemnité versée suite à la résiliation de la mutualisation de la production des repas pour 61 000 €, l'indemnité versée à un agriculteur pour 30 000 € et les remboursements des prestations qui n'ont pas eu lieu à hauteur de 10 000 €. Là, nous venons de parcourir l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. Il nous reste à voir les dépenses dites d'ordre.
Au niveau du fonctionnement, elles sont importantes puisque dedans, vous allez retrouver des dépenses, comme je vous ai dit, qui n'ont pas de flux financier et c'est principalement les amortissements. Puisque je vous ai déjà dit, lorsqu'on achète un bien, on va sortir la trésorerie l'année de l'achat du bien, mais la loi nous permet d'amortir ce bien et donc de pouvoir lisser la charge à déduire au niveau du résultat et au niveau du fonctionnement. Mais il n'y a pas de sortie de trésorerie face à ça. Donc vous avez les dotations aux amortissements qui sont à hauteur de 598 000 euros et vous allez retrouver des provisions pour 230 000 euros. Voilà pour les dépenses de fonctionnement et les grands événements qui les ont marqués. Qui dit dépenses, dit bien entendu en contrepartie les recettes réelles de fonctionnement. En 2022, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 17 148 066 000 euros, 47. C'est le tableau qui vous est présenté. Et si on venait rajouter l'ordre, on serait à 17 338 000 euros. Je ne vais pas vous dire le chiffre complet. Pas de surprise. Dans le tableau, je ne vous demande pas de le calculer, je vais vous le donner. Les impôts et taxes représentent plus de 79% de nos recettes. Et on voit aussi une forte augmentation des produits de services. Et déjà, je ne vais pas non plus faire du teasing, vous doutez bien que c'est suite à la reprise des activités. Donc, si nous passons au slide suivant, nous allons avoir le taux de réalisation, les ressources fiscales à hauteur de 101,34%, les dotations et participations à hauteur de 99,50% et les produits courants à hauteur de 102,15%. On retrouve mon tableau préféré. Donc là, nous allons retrouver la valorisation par citoyen. Et vous voyez, vous avez Ronc et le département, la région et le niveau national. Si on faisait l'addition, entre guillemets, des ressources fiscales et des dotations et participations, on peut voir qu'on est inférieur aux 3 autres strates. Et on peut voir aussi une répartition qui est différente. Puisque sur la ville de Ronc, nous sommes portés par notre ressource fiscale, même si, je le rappelle, ça fait plus de 20 ans que nous n'avons pas augmenté les taux liés aux ressources fiscales, et nous sommes beaucoup moins portés par les dotations et participations, ce qui n'est pas vrai dans les autres strates qui vous sont présentées. Nous arrivons à un niveau qui est quasiment équivalent, mais nous sommes quand même inférieurs par rapport aux autres strates. Ce qui veut dire que j'avais déjà dit, parfois, on est un peu victime de notre succès, de notre bonne gestion. C'est-à-dire que, eh ben oui, on a perdu certaines aides qu'on avait pu avoir il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous ne les avons pas. Heureusement, nous avons toujours notre ressource fiscale qui est là pour pouvoir continuer à équilibrer nos charges de fonctionnement. Alors maintenant, je vais vous détailler les recettes réelles de fonctionnement, c'est-à-dire les recettes qui correspondent à une véritable entrée d'argent pour la collectivité. Elles ont augmenté de 3,82%. On va commencer par le premier chapitre, ce sont les impôts et taxes, qui représentent la majorité de nos recettes à hauteur de 79%. Le montant est de 13 674 000 euros. Il y a une progression de 548 000 euros, soit plus 4,17%. Dans cette partie-là, moi, je le distingue en 3 parties. Vous avez une première partie qui est le produit de la fiscalité qui nous est versé par l'État, c'est-à-dire la partie des taxes foncières. Nous avons 8 287 000 euros 30, sur lequel on peut déduire certains prélèvements, ce qui nous fait de la loi SRU, ce qui nous fait un montant net de 8 197 241,78 euros. Donc, comme je vous ai dit, dans cette première partie, vous allez retrouver les taxes foncières à hauteur, sur les propriétés bâties, à hauteur de 7 094 809 euros. Dedans, je ne vous l'explique plus, puisqu'on fait chaque année des délibérations, on a une partie du département qui a été additionnée pour compenser la disparition de la taxe d'habitation. Vous avez aussi le produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de 47 186 euros. Le fameux coefficient correcteur suite à la disparition de la taxe d'habitation à hauteur de 1 15 530 euros. Le produit de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire ou logement vacant à hauteur de 66 653 euros. Oui, Ronc n'est pas encore une station balnéaire de résidence secondaire, mais qui sait, peut-être dans 10-15 ans, ça le deviendra.
Le produit de la taxe sur les pylônes à hauteur de 13 345 €, le produit des rôles supplémentaires de 29 476 € et le produit des rôles complémentaires à hauteur de 20 031 €. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail par rapport à ces sommes. Là, nous avons vu déjà une première partie des 8 197 000, c'est-à-dire 7 094 000, liée à la partie, je dirais, de fiscalité. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui est la fiscalité versée par l'AMEL, qui s'élève à hauteur de 3 861 675 €. Dedans, on va retrouver l'attribution de compensation qui nous est versée par l'AMEL à hauteur de 3 326 433 €, la dotation de solidarité communautaire versée par l'AMEL à hauteur de 241 011 €, le fonds de péréquation versé par l'AMEL de 191 740 € et le produit de la fiscalité versée par l'AMEL à hauteur de 102 491 €. Ça, c'était pour la deuxième partie qui avait attrait à l'AMEL. Et enfin, la troisième partie, on va retrouver le produit des taxes communales de la consommation finale d'électricité à hauteur de 271 275 €, le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation à hauteur de 1 179 505 €, donc toujours une dynamique immobilière importante sur l'année 2022. Le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure à hauteur de 164 760 €. Là, je viens de vous faire le détail des 79% de nos recettes. Ensuite, nous allons aborder ce qu'on appelle le chapitre 74, qui sont les dotations et participations. Elles représentent 13% des recettes totales de fonctionnement contre 14% en 2021, donc une très faible variation. Elles s'établissent à hauteur de 2 248 000 €, soit une légère diminution de 47 000 € par rapport à l'exercice précédent. Dedans, on va retrouver, vous commencez à connaître aussi, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement à hauteur de 1 425 000 €, la dotation nationale de péréquation à hauteur de 124 853 €, ces dotations globales de fonctionnement qui sont importantes pour nous, Ville de Ronques, et nous espérons qu'elles resteront stables, puisqu'on avait connu une forte baisse sur les années précédentes. On a le produit de l'exonération de taxes foncières pour 116 000 € et les participations État, région, département, MEL à hauteur de 580 000 € en 2022, soit une baisse de 53 000 € par rapport à 2020. Là, je viens de vous expliquer 92% des recettes de fonctionnement. Donc nous arrivons à la fin. Vous avez les produits de service sur le slide suivant, qui est le chapitre 70. Donc là, on parle qui correspondent aux produits qui sont soumis à la tarification. Donc, ça représente 6% de nos recettes de fonctionnement, identique à 2021. Ça s'établit à 935 000 €. Ainsi, par rapport à l'année 2021, une progression de 148 000 €, soit 18,86%. Cette augmentation est due à la reprise des activités suite à la pandémie. Mais le niveau atteint n'est pas encore celui de 2018-2019. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on est sur la bonne route et on y arrive. Alors, dedans, on va retrouver, vous avez le tableau qui est diffusé, je ne vais pas vous lire tous les chiffres. Je vous prends les principales recettes. Il y a droits et services à caractère culturel pour 41 000 €, 351. Les droits et services à caractère sportif pour 100 558 €, les redevances et droits et services à caractère social pour 198 358 € et les redevances et droits des services périscolaires pour 796 000 €. Excusez-moi, ça regroupe la restauration et la garderie. Sur le tableau, ça a été éclaté en 2 lignes. Là, j'ai parcouru 98% de nos recettes. C'est-à-dire que le restant représente très peu. On va retrouver, et ce n'est pas diffusé, je vous l'ai dit simplement, on va retrouver les autres produits de gestion courante à hauteur de 85 000 € et les produits exceptionnels à hauteur de 193 000 €. Les produits exceptionnels, c'est quasiment que des écritures d'appurement. Donc là, je viens de vous donner une première partie, le premier budget, qui est le budget de fonctionnement. On a parcouru les dépenses, on a parcouru les recettes.
Nous allons voir après, et on va y passer tout de suite, la différence des deux, ce qui va nous donner ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors, la capacité d'autofinancement, je vous rappelle, ça représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement. Elle est calculée par la différence entre les produits réels et les charges réelles de fonctionnement. Pour rappel, l'autofinancement brut doit couvrir notre dette, c'est-à-dire le remboursement du capital de l'emprunt que nous avons contracté. Nous avons toujours des emprunts. Ça, c'est ce qu'on doit couvrir à minimum, c'est une obligation. Et une fois le capital de l'emprunt déduit, on dispose, d'une capacité d'autofinancement net qui va nous servir à nos investissements. Ce qui vous est projeté, vous voyez, vous avez la différence entre les recettes et les dépenses, ce qui vous donne un autofinancement brut de 2 817 487 €. Pour les puristes, tout à l'heure j'ai dit 2,4 millions. La différence, c'est les opérations d'ordre qui sont additionnées, puisqu'il n'y a pas de flux de trésorerie, donc c'est bien de la capacité d'autofinancement. Vous venez retirer le remboursement du capital de la dette qui est à hauteur de 445 000 €, vous obtenez l'autofinancement net à hauteur de 2 372 000 €. Donc un très bel autofinancement net. Vous allez le voir dans le slide suivant en graphique. Vous avez les différences et vous voyez 2 817 000 € qui est le petit trait vert, qui est la cave brute. Sur le slide encore suivant, on passe de la capacité d'autofinancement brut à la capacité d'autofinancement net, 2 817 000 à 2 372 000, par la différence qui est 445 000, qui est le capital de la dette qui a été remboursé. Donc, si je vous fais un petit résumé, on vient de parcourir le compte administratif de fonctionnement et on a constaté que la mélodie de ce dernier se termine par une belle note, c'est-à-dire une CAF nette de 2 372 000 €. Maintenant, je vous ai présenté le fonctionnement, je vous ai présenté le résultat, le constat qui est quand même implicite d'une très bonne gestion qui a pu être faite sur notre fonctionnement sur l'année 2022. Maintenant, voyons ce qui en est pour la section d'investissement. Donc, la section d'investissement, c'est lié au projet de la ville à moyen et long terme. On est quand même sur des choses, sur une projection. À la clôture de l'exercice 2022, le compte administratif fait apparaître un besoin d'investissement, c'est-à-dire un déficit, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'1 958 000 € 876,79. Alors, vous avez un premier graphique qui vous est diffusé. Alors, simplement, sur le graphique, c'est les dépenses d'investissement. Donc là, j'étais un peu rapide, excusez-moi. Je vous ai dit qu'il y avait un déficit lorsqu'on faisait la différence entre les dépenses et les recettes d'investissement, mais ce n'est pas grave, on le verra après, puisqu'on repartait sur un solde qui était positif en début d'exercice, ce qui nous fait un solde positif en fin d'exercice. Maintenant, je vais vous détailler les dépenses d'investissement. Donc en 2022, les dépenses d'investissement s'élèvent à 5 257 618,78 €. Le graphique qui vous est présenté, vous retrouvez les dépenses directes d'équipement à hauteur de 4 760 000 € et le remboursement du capital de la dette à 445 000 €, qui est rattaché aux dépenses d'investissement, mais on en parle toujours dans le fonctionnement puisqu'on le déduit de la capacité d'autofinancement brut, puisque ça doit être couvert. On doit être capable de rembourser notre emprunt. Les taux de réalisation. Alors, le taux de réalisation est meilleur que celui de 2021. Nous passons d'un taux de 34,04% à 71,96%, un petit écart. Si l'on ajoute les restes à réaliser, c'est-à-dire que l'exercice 2022, nous avons, pas pu tout réaliser, mais c'était inscrit. Donc, on va les retrouver sur l'exercice 2023. Mais si on vient à rajouter les restes à réaliser, pour un montant d'1 299 708 €, on passe à un taux de réalisation qui est de 93,96%. Donc, un très beau taux de réalisation. Alors, ces reports sont dus au retard des travaux en raison des difficultés d'approvisionnement des matériaux.
vous l'avez peut-être vécu aussi vous personnellement si vous avez fait les travaux, il y avait quand même une certaine complexité à avoir les matériaux sur l'exercice 2022. On retrouve le même tableau sur les dépenses d'investissement, c'est-à-dire que c'est ramené aux citoyens roncois. Donc, vous voyez que les dépenses directes d'équipement s'élèvent à 350 €. Nous sommes toujours sur une dynamique d'investissement, et c'est ce qui marque notre mandat lorsqu'on se compare aux autres strates. Et le remboursement lié aux emprunts et aux dettes est très faible aussi, à 33 € par rapport aux autres strates. C'est-à-dire qu'on continue à investir tout en réduisant notre dépendance à l'emprunt. Alors, pour mettre en perspective les dépenses d'investissement qu'on a pu faire en 2022, on va vous projeter quelques exemples marquants avec de très belles photos. Alors, nous avons déjà des frais d'études et d'insertion pour plus ou moins 592 000 pour la piscine familiale et la salle de sport Jules Gilles et Boério. Nous avons des travaux qui ont été faits dans les bâtiments scolaires à plus ou moins 69 000 €, des travaux dans les bâtiments publics à plus ou moins 249 000 €, l'équipement dans les cimetières à plus ou moins 17 000 €, l'aménagement des espaces verts plus ou moins 27 000 €, les travaux de restructuration du centre musical à plus ou moins 1 657 000 €. Vous avez pu le constater pour ceux qui l'ont visité, très belle réalisation. Nous avons, sur le slide suivant, mis en place des systèmes de vidéoprotection urbain. On a continué à hauteur de plus ou moins 88 000 €. Les travaux d'enfouissement des réseaux, plus ou moins 341 000 €. Véhicules et matériels roulants pour 82 000 €. Divers matériels informatiques, 118 000 €. Le terrain synthétique au Blanc-Four pour 736 000 €. Et la création du clubhouse et rénovation de la salle Jules Gilles pour 269 000 €. Vous en avez la photo qui vous en est présentée. Voilà pour les dépenses d'investissement qui étaient marquantes sur l'exercice 2022. Bien entendu, qui dit dépenses, il faut pouvoir financer celles-ci. Et donc maintenant, nous allons aborder les recettes d'investissement. Alors, les recettes d'investissement, elles s'élèvent à hauteur de 3 298 741,99 €. La projection que vous pouvez avoir, vous avez déjà les subventions et participations d'équipement à hauteur de 1 278 000 € et les dotations et fonds globalisés à hauteur de 174 000 €. Si on regarde les taux de réalisation, on est sur les dotations et fonds globalisés à 99,56% et sur les subventions et participations d'équipement reçus, 78,57%. Il y a une ligne normalement entre deux, on ne vous la met pas. C'est les recettes liées aux emprunts. Ben non, on n'a pas emprunté, donc on ne va pas mettre 0. Sur la vue par rapport aux citoyens roncois, on peut voir que sur les dotations et fonds globalisés, on est à hauteur de 13 000 € en dessous des différentes strates. En fait, c'est le fonds de compensation de TVA qui est lié aux investissements. Mais là, on va monter en puissance sur les exercices suivants. On a les recettes liées à l'emprunt. Ben, nous sommes à 0. Vous voyez que sur le département, la région et au niveau national, en moyenne, il y a des emprunts qui sont contractés. Et les subventions et participations d'équipement, nous sommes à 94 € au-dessus des autres strates. Et c'est quelque chose qui est très important, sur lequel il y a un travail de qualité qui est fait pour qu'on puisse se faire accompagner dans notre, nos investissements sur ce mandat, puisque nous avons un mandat qui est fort en investissement et il faut qu'on puisse être accompagné par rapport à toutes ces dépenses. Donc nous les retrouvons en recettes. Donc au global, si je vous fais un résumé des recettes que nous avons les recettes liées au fonds de compensation de TVA pour 174 000 €. Nous avons les recettes liées à l'emprunt pour 0 €. Nous avons les subventions et participations d'équipement reçues pour 1 277 000 €. Alors, nous avons la métropole européenne de Lille qui nous a accompagnés pour la réhabilitation du centre musical, 577 000 €. Le terrain synthétique du Blanc-Four, 120 000 €. Après, c'est technique, des redevances R2 à hauteur de 9 259 €. C'est pas Star Wars, je le dis tout de suite pour les fans.
On a le département du Nord qui nous accompagne à hauteur de 225 000 € pour les travaux de réhabilitation du centre musical, 90 000 € pour le terrain synthétique du Blanfour, l'État qui nous accompagne à hauteur de 16 978 € pour le musée numérique à la source, 87 680 € pour les travaux de réhabilitation du centre musical, 111 000 € pour l'aide à la relance de la construction durable aux communes, et la région des Hauts-de-France qui nous a aidés pour 40 000 € pour le terrain synthétique du Blanfour. Vous voyez, on travaille en coopération et en collaboration auprès de la MEL, du département, de l'État et de la région des Hauts-de-France. Et ça, c'est vraiment très important. Autre immobilisation financière, on a une créance numéricable de 2016 à 2022 qui représente pour l'année 2022 35 943 €. Nous avons l'excédent de fonctionnement de 2021, puisque quand nous avions fait l'affectation du résultat en 2021, nous avions mis 1 million au niveau des recettes d'investissement. Et enfin, nous avons les fameuses opérations d'ordre qui viennent en majorité du fonctionnement, qui viennent en totalité du fonctionnement, excusez-moi, à hauteur de 810 000 €. Et là, vous allez retrouver les amortissements à hauteur de 598 000 € et les écritures de cession immobilière à hauteur de 175 000 € et des opérations patrimoniales à hauteur de 37 000 €. Là, je vous ai fait le tour complet du budget d'investissement et je vous ai expliqué comment on avait réussi à l'équilibrer, que ce soit sur l'exercice 2022 et que ce soit aussi par rapport à la reprise en début d'année d'un solde qui était positif. Alors, ce qui est important aussi, lorsqu'on présente le compte administratif, c'est que je vous présente la situation des emprunts de la ville. Je vous en ai déjà parlé, hein, on n'a pas emprunté et on est dans une dynamique de baisse de l'emprunt qu'on rembourse actuellement. Donc, l'état de la dette, vous avez un premier graphique qui va vous être projeté, qui est la dette financière, qui, année par année, ainsi que les charges financières. Vous voyez qu'elle baisse de façon constante pour être à 980 000 € sur l'exercice 2022 et 20 000 € de charges financières. Alors, au 31 décembre 2022, le capital restant dû est donc de 980 479 €, soit 72 € par habitant roncois. La ville détient 6 emprunts, 4 emprunts à taux fixe, pour un capital restant dû de 835 000 €, 2 à taux variable, pour les puristes, Euribor 3 mois, capital restant dû plus ou moins 145 000 €. Aujourd'hui, nos emprunts sont classés 1A, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun risque. Le ratio de surendettement, c'est-à-dire ça mesure le poids de la dette, il est de 0,057. C'est un ratio qui doit être inférieur à 0,3, ce qui veut dire que nous avons une faible dépendance à la dette et une bonne capacité à investir. Ça va, ça ne me contredit pas par rapport à tout ce que je viens de vous dire. La capacité de désendettement est de 0,35, soit environ 4 mois. Donc c'est, je dirais, je ne peux pas dire faible, parce que je pense qu'il faudrait que je trouve un autre qualificatif, mais il ne vient pas. Mais c'est encore mieux que faible. Donc nous avons un niveau d'endettement inférieur à 5 ans et un signe d'endettement faible. Sur les emprunts qui sont garantis par la ville, c'est aussi important, puisque nous avons garanti des emprunts. Alors, cette présentation intègre également la situation des emprunts garantis consentis par la ville. Le capital restant dû sur l'ensemble de ces emprunts à la date du 31 décembre 2022 est de plus ou moins 366 000 €, répartis sur 2 emprunts à taux fixe. Alors, vous le voyez, le tableau vous est présenté, c'est la FTE, agrandissement et réhabilitation de l'école Saint-François, qui était un taux fixe et une durée résiduelle de 9 ans et 6 mois. La société HLM Notre Logis, construction de surface commerciale rue des Arts, taux fixe, durée résiduelle, 8 ans et 1 mois. Pareil, sur cette partie-là, il n'y a pas du tout de danger. Voilà. Par rapport au compte administratif, j'arrive à la fin de mes explications. Alors, je voudrais remercier, bien entendu, il n'est pas là, il reviendra après, mais monsieur le premier adjoint, je suppose que vous relayerez... Ah ben non, mais monsieur le maire est revenu. Non, il n'est pas encore parti. Ah, vous n'êtes pas encore parti? Ah, mais excusez-moi, j'étais parti. Monsieur le maire, merci. Merci à l'ensemble des élus de la majorité.
à Monsieur le DGS François Verreken et à l'ensemble des services pour cet exercice 2022. Pour la maîtrise des charges, la qualité et la diversité des prestations proposées sur notre belle ville de Ronques, l'engagement dans la réalisation de nos investissements nombreux et ambitieux. Continuons à écrire cette belle mélodie qui enchante notre magnifique ville de Ronques. Voilà, Monsieur le maire. C'est Monsieur le premier adjoint qui reprend la main. Oui, merci Monsieur Julmet. Très belle présentation, dynamique, claire. Je crois que tout le monde a compris. Et celui qui n'a pas compris, il peut toujours poser des questions, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire. Je tiens à remercier également tous les services qui ont contribué à ce que ce compte administratif soit aussi efficace et aussi clair, ainsi que, mais particulièrement Caroline Zorco, qui est la directrice des services des finances, qui œuvre au quotidien sur ces comptes, ainsi que, bien sûr, François Verreken, qui chapeaute l'ensemble des services avec une main de maître. Et ça, c'est très important d'avoir quelqu'un de valeur dans les services comme ça, qui chapeaute l'ensemble, ainsi que tous les élus de la majorité qui ont œuvré et qui ont contribué à cette belle présentation de ce beau bilan. J'appellerai ça un bilan parce que c'est un bilan et c'est très important. Merci à tous et j'ouvre les débats bien sûr pour les questions. Merci. Alors je remercie également les différents services qui ont contribué à cette élaboration et au retour également des questions un peu modestes cette fois-ci qui sont vite revenues. Donc je réitère mes remerciements. Pas grand-chose à spécifier puisque c'est une photo de ce qui a été fait sur l'année 2022. Juste 2 remarques par rapport à ce que vous avez présenté. Tout à l'heure, vous aviez parlé sur les charges générales, vous le compariez avec les différentes communes des autres strates et vous avez dit on a des montants supérieurs parce qu'on fait plus de choses que dans les autres communes. Et juste en dessous, on a la ligne des charges du personnel qui sont inférieures. Je n'irai peut-être pas jusque-là, puisqu'en fait, il y a certaines communes font plus en interne, et là, en fait, on sous-traite un petit peu plus. C'est simplement une constatation, c'est pas une critique, ça dépend le choix de la commune. Et après, évidemment, on voit le total qui est inférieur aux autres communes, mais ça, c'est comme habituellement. Et le deuxième point que je voulais souligner et que je trouve quand même dommageable, c'est la subvention du CCAS qui est quand même diminuée de 50 000 euros, avec des temps qui sont quand même un peu compliqués. Mais comme vous dites, au CCAS, de toute façon, il y a des sous, donc on n'a pas forcément besoin d'en rajouter. Donc voilà. Juste pour redire, on est sur une photo. Donc, comme habituellement, nous voterons cette délibération, donc ce compte administratif. Merci. Monsieur Julmet. Je rebondis tout de suite sur ce que vous venez de dire sur le CCAS. C'est erroné, ça. Faut pas le regarder comme ça. Le CCAS, c'est un bilan qui est fait chaque année. Il y a des vases communicants entre les différents exercices. Aucunement, la ville de Ronques et Monsieur le maire a, entre guillemets, retirer des participations au niveau du CCAS. Je coupe tout de suite court. Il ne faut pas l'interpréter comme ça. Là, attention, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et je laisserai Monsieur le premier adjoint peut-être passer la parole à Madame Nice, qui peut compléter. Et simplement, je vais aussi dire sur le premier commentaire qui a été fait sur les prestations et sur la masse salariale, comme quoi je valide et je confirme que sur Ronques, nous avons des prestations de qualité qui sont supérieures à d'autres villes qui sont faites aux alentours. On peut faire le tour. Et sincèrement, là-dessus, pour moi, c'est une réalité. Madame Nice. Sur les prestations du CCAS, il n'y a eu aucune diminution des prestations auprès du public. Simplement, c'est des exercices comptables sur ce qui restait sur les années précédentes et on a diminué un peu. Mais sur ce qui est donné aux gens, on n'a absolument pas fait
on n'a pas de diminution du tout, du tout, du tout. Donc, Il y a une diminution comptable, comme on le voit. Après, il y a... mais il y a- on il y a des répond à dem- toutes les demandes. Donc, s'il y avait des demandes supplémentaires, on aurait un budget supplémentaire. Quand j'étais au CSA, excusez-moi, Madame Miss, Oui. je disais aussi qu'il fallait peut-être être plus proactif sur certaines populations qui n'osent pas forcément venir voir le CCAS. Mais voilà, les services du CSAS le font très bien leur travail et je les félicite dessus. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours des choses à faire en plus à ce niveau-là. Personne en grande difficulté. De toute façon, par exemple, pour la cantine, c'est de l'automatisme. Il n'y a pas de demande à faire. Donc, les gens sont aidés sans en faire la demande. Donc, et après, il y a des demandes, bien sûr, mais on n'a jamais refusé quoi que ce soit à qui que ce Juste pour soit. refuser, hein, il n'y a pas... Monsieur Julmet, Je me permets de reprendre ce qui a été dit. Vous dites être plus proactif et après vous vous retournez, vous dites merci aux gens qui s'occupent du CCAS. Non mais faut être cohérent dans ce qu'on dit. Si vous dites que le CCAS n'est pas assez proactif, quand vous voyez ce qui s'est passé sur les années précédentes, tout ce qui a été engagé, le travail qui a été fait, au-delà de ce qui était demandé, le bénévolat qui a été fait, ainsi de suite, je pense que quand on dit que c'est peut-être pas assez proactif, là je reste un peu dubitatif et je suis pas du tout d'accord avec ça. Et surtout la façon de le dire, et après de se retourner et de dire « je remercie pour le travail qui est fait ». Non, on remercie pour le travail qui est fait parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait par des gens qui le font au-delà de leur, je dirais, de leur fonction. Ils le font sur des valeurs, sur des principes. Et je pense que ça, on peut le reconnaître. Donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. J'ai jamais dit le contraire. Mais je pense qu'on pourrait leur donner plus de moyens pour pouvoir faire plus. non mais je crois qu'aujourd'hui, on répond parfaitement à tous les besoins et chaque rencontre qui est dans le besoin, il peut s'approcher de CCAS et on répond systématiquement. Et pour cela, je tiens à remercier sincèrement l'équipe au CCAS ainsi que l'adjointe qui est en charge la délégation. Et je vous assure que les services au CCAS travaillent très bien et sont très attentifs aux gens qui en ont besoin. Vraiment, là, je crois que vous ne pouvez pas nous reprocher le manque d'attention, parce qu'on a vraiment une attention très précise et très claire au sein de cette ville. Il n'y a plus de questions? Je porte aux voix. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. On peut appeler monsieur le maire? Monsieur le maire, votre compte administratif a été voté à l'unanimité. Je tiens à vous féliciter pour ce beau résultat et je demande à mes collègues de vous applaudir. Merci beaucoup et merci à l'ensemble des services, des élus et toutes les personnes qui contribuent que ce compte administratif soit aussi positif. Et je vois que Monsieur Gilmet a entendu cette mélodie. Et on voyait qu'il y avait l'école de musique et il a bien retenu la partition. Donc merci à vous. On va passer à la délibération. Non, c'est encore Monsieur Gilmet qui va passer l'affectation des résultats. Voilà. Heureusement que je reprends le rôle. Merci, monsieur le maire. Donc là, nous allons faire la suite de ce qui vous a été présenté, les comptes de gestion et les comptes administratifs, c'est-à-dire l'affectation de l'excédent 2022. Donc sur le premier slide qui vous est présenté, nous avons la section d'investissement. Okay. Donc sur la section d'investissement, vous voyez, et maintenant vous avez compris que vous avez un léger déficit sur 2022 de 1 958 000 €. Mais il n'y a pas de souci, puisqu'on avait réouvert l'exercice 2022 avec un solde positif de 2 596 137 €, ce qui veut dire que nous avons un excédent positif de 634 261 €. Ne pas oublier que sur l'exercice 2022, il y aura des restes à réaliser, que ce soit en dépenses ou en recettes sur l'exercice 2023 que nous sommes en train de vivre. Et si nous additionnons ces restes à réaliser, nous arrivons à un excédent net de financement négatif de moins 75 000 €, ce qui, entre guillemets,
est une valeur infime par rapport à l'ensemble des investissements que nous faisons. Donc voilà pour la partie investissement. Maintenant, passons à qu'allons-nous faire sur le fonctionnement et notamment le résultat budgétaire de l'exercice qui est de 2,4 millions que je vous ai présenté en début, sur lequel on vient raccrocher 1 662 000 qui était l'excédent en 2021 qu'on avait reporté, c'est-à-dire que nous avons 3 667 461,09 € à affecter. Je vous rappelle, nous avons présenté un budget avec un emprunt dit d'équilibre, c'est un emprunt fictif à hauteur de 2,9 millions. Si on reprend les 75 000 d'investissement, le léger montant négatif, on arrive à 3 millions et c'est pour ça qu'on vous propose dans l'affectation qui vous est présentée là, de dire les 3 667 461,09 € seront affectés à hauteur de 3 millions au niveau de l'investissement et 667 461,09 € resteront au niveau du fonctionnement. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Gilmet. Y a-t-il des questions concernant cette affectation des résultats? Non. Et donc, je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Dernier point, monsieur Gilmet, concernant les droits de photocopie. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne le droit de photocopie au guichet unique et à la bibliothèque municipale. On va parler d'une actualisation d'un tarif. Un tarif qui, aujourd'hui, s'élève à 15 centimes, qui est inchangé depuis le 9 octobre 1967 pour le guichet unique, c'est-à-dire que voilà, ça commence à dater, et le 8 décembre 1995 pour la bibliothèque municipale. Alors, aujourd'hui, nous disposons d'équipements qui permettent de reproduire des documents en couleur à différents formats. On vous propose d'actualiser le tarif au niveau de l'époque actuelle. Avant qu'on parle réellement d'un coût d'actualisation, je tiens tout de suite à dire que c'est un service qui est rendu à la population et c'est un service qui est ponctuel et qui n'a pas de vocation à faire concurrence aux sociétés qui existent et dont c'est l'objet et le métier. C'est simplement, en résumé, un dépannage. Quand, par exemple, vous avez peut-être déjà vécu cette situation, vous avez rempli un dossier administratif qui a été peut-être assez compliqué à comprendre, qui vous a pris du temps, vous avez rassemblé toutes les pièces, vous êtes présenté à l'annexe mairie, vous êtes arrivé, vous êtes sûr de votre coût et en fait, vous avez oublié un papier. Bon, ben voilà, on peut faire preuve de compréhension et vous proposer, moyennant un tarif que je vais vous présenter, de pouvoir faire une photocopie. Mais ce n'est absolument pas quelqu'un qui passe et qui dit « je voudrais photocopier ce dossier-là ». Ça ne fonctionne pas. Donc, le tarif qui va être proposé, pour les impressions noir et blanc, format A4, 20 centimes, format A3, 40 centimes, la couleur A4, 50 centimes, et le format A3 à 1 €. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Gilmet. Je pense que monsieur Pétillon n'était pas là en 67 pour cette délibération. Si, déjà. Voyez. Moi, j'ai osé. Alors, y a-t-il des questions concernant ces droits aux photocopies? Et donc, on va inscrire votre nom, monsieur Pétillon, encore une fois, sur cette délibération en 2023. Vous voyez. Je porte aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Merci, monsieur Gilmet. Et on va laisser la parole à madame Thorez concernant le CMJ. Merci. Oui, c'est ça. Oui. Merci, monsieur le maire. Aujourd'hui, on va vous parler donc du CMJ et notamment de la mise en place du règlement intérieur et l'ajustement du mandat. Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville de Roncq a exprimé sa volonté de mettre en place un conseil municipal des jeunes lors du mandat 2020-2026. L'équipe municipale a travaillé ce projet et a défini les grandes lignes de cette nouvelle action en direction de la jeunesse. Le CMJ roncois a été créé lors des élections du 27 novembre 2021. Cette instance se composait d'une assemblée de 20 jeunes roncois âgés de 10 ans à 18 ans, élus pour 2 ans. Le conseil municipal, lors de sa séance du 13 décembre 2021, a voté à l'unanimité la création
de ce CMJ. Le CMJ a pour mission de transmettre à Monsieur le maire et au conseil municipal des propositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'amélioration de la vie locale, notamment celle des jeunes. Et mettre en œuvre des projets et favoriser les échanges entre les élus et les jeunes et informer les jeunes sur les projets qu'elles portent. Et aussi représenter la ville et participer aux événements et manifestations de la commune. Le CMJ oriente son action autour de 2 axes principaux, la citoyenneté, l'environnement durable, et le sport, la culture et les loisirs. Il convient, comme stipulé lors de notre séance du Conseil municipal du 13 décembre 2021, de proposer un règlement intérieur du Conseil municipal des jeunes, dès lors où aucune proposition ou suggestion particulière n'a été émise, nous vous proposons d'adopter le dérèglement joint à la présente délibération, et ce jusqu'à la fin du mandat en 2026. Donc ça, c'était pour le règlement intérieur. Maintenant, je parle pour ce qui est de l'ajustement du mandat. Donc après 15 mois d'exercice, des constats sont mis en évidence. Le premier, c'est le CMJ Roncois s'est mis en place et intégré aux actions municipales. Les jeunes se sont impliqués et appliqués dans les missions qui leur sont confiées. Le début de ce mandat, de ce premier CMJ, a été perturbé en raison de démarrage freiné par une sortie de crise sanitaire assez complexe. Après quelques mois de pratique, il est constaté que la durée de 2 ans ne permet pas aux jeunes à la fois d'appréhender leur environnement, de s'approprier l'outil et de concevoir des projets et de les mettre en œuvre. L'équipe municipale porteuse du projet s'est longuement questionnée sur la durée du mandat. Elle s'est appuyée sur les observations des communes voisines et avait adopté initialement à 2 ans en ne s'interdisant pas de revoir la durée du mandat après un temps d'observation. Compte tenu de tous ces éléments et s'appuyant sur cette première expérience test, les différents rapporteurs ont validé la nécessité d'allonger la durée du mandat du CMJ pour voir les projets aboutir. Ainsi, il est demandé au conseil municipal de prolonger le mandat du CMJ actuel d'1 an et de passer la durée des mandats à venir à 3 ans. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Thorez. Vous pouvez couper votre micro. Y a-t-il des questions? Je salue cette initiative et on le fait sous la présence d'une membre du CMJ et on peut saluer. Voilà, elle s'investit même dans les services pour son stage avec la communication. Donc, voilà. Donc ils seront très heureux et tu passeras le relais, je dirais, aux membres du CMJ pour leur dire que on va voter. Voilà, j'espère unanimement ce règlement et cette prolongation. Je porte aux voix qui est pour unanimité. Donc on peut passer le message. Merci. Merci Madame Thorez. Monsieur Da Silva, je vous laisse la délibération concernant les associations et le partenariat. Merci Monsieur le maire. Donc ici, il vous a demandé de voter un second versement à certaines associations pour qu'elles puissent continuer leur tâche qui n'est pas toujours la plus facile puisque c'est du bénévolat la plupart du temps. Et pour cela, on a souhaité passer cette délibération aujourd'hui car il faut finir la saison et les clubs sportifs principalement qui ont souvent des employés pour les entraîneurs qui sont aujourd'hui obligatoirement diplômés d'État pour qu'on puisse continuer les activités sportives et finir la saison en beauté. À Ronc aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, il y a des clubs qui fonctionnent à divers niveaux et c'est surtout pour la jeunesse, pour tous ces jeunes qu'on retrouve dans les salles de sport et sur les terrains extérieurs qu'on doit aider à financer leurs activités. Donc vous avez un tableau qui est affiché, vous l'avez eu aussi personnellement, donc je ne vais pas tout vous donner les chiffres, c'est peut-être pas la peine. Par contre, on a voté un premier raconte le 12 décembre 2022 qui a permis de continuer les activités. Et aujourd'hui, je vous propose de voter ce deuxième tableau afin de finir la saison
pour ces clubs et continuer à faire ce qu'ils savent bien faire, assurer le maintien en forme de nos athlètes. Vous avez aussi la prise en charge des déplacements et des frais de formation pour les bénévoles, car ceux qui sont employés des associations ne rentrent pas dans la formation, puisqu'ils ont un statut à part. Donc c'est pour les bénévoles des associations qui sont formés chaque année, et on les incite à le faire le plus possible. Donc si vous avez des questions concernant ces chiffres, je suis à votre disposition pour vous donner tout éclaircissement. Merci, Monsieur Da Silva. Y a-t-il des questions? Monsieur Saja. Je voulais d'abord remercier M. Delbecq et M. Da Silva du temps qu'ils ont passé avec moi pour expliquer les différentes subventions qui étaient proposées aux associations sportives. On ne les a pas toutes vues parce que je pense qu'on aurait passé quand même pas mal d'heures, mais voilà, on en a vu les principaux en tout cas. Juste peut-être une remarque. Alors, vous nous avez bien précisé que c'était pour du sport loisir. En discutant un petit peu avec notre groupe, on s'était dit que pour le rayonnement de la commune, il était important qu'on pouvait, partiellement en tout cas, aider certaines associations quand elles montaient en 2 niveaux, de pouvoir faire des efforts supplémentaires. On en a parlé de 2-3. Alors évidemment, il y a partie investissement dans les bâtiments qui peuvent poser plus de problèmes, mais parfois il y a simplement un accompagnement de niveau, et vous avez bien précisé aux associations que vous vous arrêtiez à un niveau. Or, on pense que même si on ne peut pas tout financer, on peut les accompagner un peu plus. On ne va pas citer forcément d'associations à ce niveau-là, mais voilà. Donc on voulait simplement souligner ce point-là. Mais on le fait déjà, étant donné qu'on les aide. On peut remarquer que les clubs qui sont au plus haut niveau aujourd'hui ont des subventions plus élevées que d'autres. Et donc il y a déjà un accompagnement pour le rayonnement du sport, je dirais, dans le département, dans la région et au niveau national, puisqu'on a des équipes au niveau national, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais bien sûr, on leur demande aussi de trouver des sponsors afin de pouvoir aller encore plus haut. Mais ça, c'est aussi leur rôle de haut niveau. Et à ce moment-là, les entreprises, je crois qu'elles sont partantes aussi pour aider ces clubs-là. Peut-être Oui, merci. Allez-y, monsieur Saja. Peut-être la crainte, c'est que certaines risquent de quitter la commune si elles ne sont pas accompagnées un peu plus haut. Alors, on accompagne le sport pour tous. C'est vraiment, je dirais, d'accompagner, et on a toujours accompagné les clubs quand ils montent. Alors c'est sûr, il y a certaines limites, on peut pas aller, on est une ville de 13 000 habitants, on essaye d'accompagner les clubs au maximum, et vous avez pu le voir quand vous avez regardé un petit peu les dossiers de partenariat, et aujourd'hui on suit ces dossiers de partenariat avec des engagements forts de la commune dans les investissements, dans l'accompagnement des subventions, mais aussi des engagements forts des clubs. Il faut aussi aller, je dirais, à la recherche des subventions qui sont autres que la commune. Donc aujourd'hui, c'est du sport pour tous. On s'intègre dans le vivant en forme et on fait en sorte que toutes les générations et toutes les populations soient accompagnés dans ces clubs. Et on peut le voir que de nombreux clubs, quasiment tous les clubs, répondent à cette sollicitation. Alors la menace de quitter la commune, je pense que nos clubs sont, je dirais, bien accompagnés. On a fait des investissements lourds depuis quelques années. On continue à en faire et on continuera à les suivre. Mais aussi, il faut aussi qu'ils respectent leurs engagements. Donc, Monsieur Dacier. Oui, en ce qui concerne leur déplacement éventuel dans d'autres communes, aujourd'hui à Ronc, on a des clubs qui sont très bien gérés, parce qu'on a des équipes de bénévoles qui sont vraiment efficaces. Et on peut remarquer aussi que dans nos clubs, il y a, je dirais, quasiment 50% de jeunes ou moins jeunes qui viennent de villes voisines. Donc c'est Ronc qui est attractif et qui a une aide et qui a un accompagnement quand même efficace.
Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Je porte aux voix concernant ces subventions. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Da Silva. Monsieur Pétillon, concernant l'allée d'accès au cimetière pour le Blanfour, concernant la servitude conventionnelle de passage. Oui, au dernier conseil municipal, le 6 février, vous avez voté, mes chers collègues, et donné votre accord pour la vente de 2 terrains sur la rue de Lille, un pour le centre d'ophtalmologie et un pour le laboratoire biocentre. Aujourd'hui, nous avons les éléments concernant l'accessibilité, puisque sur les premiers schémas, on avait un accès particulier, je dirais, sur ces 2 terrains sur la rue de Lille. Nous avons souhaité, comment dirais-je, avoir un seul accès à partir de l'ancienne allée du cimetière. C'est ce qui est fait. Nous avons reçu l'estimation des domaines. Et aujourd'hui, cette estimation de domaine, elle est simple, c'est l'euro symbolique, puisque les domaines considèrent que l'accessibilité était un peu de fait, je dirais, dans la première proposition. Alors maintenant, on accédera sur l'allée historique sur à peu près 20 mètres de profondeur, et l'accès qui était prévu initialement sera remplacé par un accès piétonnier, ce qui permettra en même temps de gagner quelques places à l'intérieur du complexe et également sur l'extérieur, sur la rue de Lille. Voilà, donc maintenant on a les éléments, je dirais, complets pour pouvoir établir les actes de vente, et on aura dans les semaines qui viennent les dépôts de permis de construire sur chacun des 2 sites concernant ces bâtiments. Merci, Monsieur Pétillon. Y a-t-il des questions? Monsieur Zajda. On avait bien signalé la dernière fois la problématique de servitude. Alors on va, comme pour les 2 délibérations qui allaient avec cette délibération-là, où on s'était abstenu, donc on restera sur l'abstention sur ce point-là. Juste à signaler quand même si le cabinet va prendre en charge les frais de travaux, ils ont 1 euro de symbolique à installer, alors que d'autres utilisateurs de servitude avec la ville de Ronques doivent payer une contribution plus importante, alors que seule la commune utilise cette servitude. Je prends l'exemple, par exemple, de l'école Saint-François, où seule, en théorie, la ville se sert de cette servitude pour aller alimenter la cantine de Saint-François. Or, on l'a fait facturer à un montant beaucoup plus important, que c'est 1 euro. Certes, là, à ce niveau-là, les charges de travaux vont être faites par le cabinet et par le laboratoire. C'est juste une remarque à ce niveau-là. Je rappelle, monsieur, que les servitudes ou les valeurs de terrain ne sont pas de notre fait. C'est le service des domaines qui juge quel est le montant de cette servitude. C'est quand même étrange que là, c'est l'utilisation de tout le monde, et de l'autre côté, c'était une utilisation que de la... Enfin, peut-être signaler ça au service des domaines. Oui, il y a aussi une servitude de sécurité sur l'accès pompier et autres. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas sur le même dispositif, je dirais, par rapport à cette servitude, où on garde un passage, je dirais, pour aller au cimetière et pouvoir apporter, évidemment, sur cette petite parcelle, qui est vraiment toute petite, je dirais, l'accès, et permettre finalement de garder du stationnement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour faire les travaux, il y a pas... Après, en contrepartie, il y a des travaux qui vont être faits, et l'entretien. Oui, mais voilà, mais je pense que la comparaison, elle n'est pas bonne, je dirais, par rapport à l'école Saint-François. C'est pas du tout la même logique. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une servitude de sécurité. Et voilà, on a toujours accompagné aussi bien nos écoles que ce projet-là, et on l'a fait selon le service des domaines. Donc voilà. Monsieur Pétillon, je passe. Je porte aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous en remercie. Monsieur Waquet, je vous laisse la parole
concernant cette dernière délibération sur l'avis du plus 3. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, ultime délibération dans le cadre de la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme enclenché par la MEL en décembre 2021. Nous avions déjà pu rendre un premier avis sur le projet d'aménagement et de développement durable, ainsi que sur la première version du projet de PLU 3. Nous avions émis à cette occasion une série de remarques dont la MEL a tenu compte pour rendre en février dernier un arrêt de projet portant PLU 3. Nous vous proposons donc ce soir de rendre un avis favorable à ce projet de plan local d'urbanisme, cet avis s'ajoutant par la suite à l'enquête publique qui sera enclenchée à compter de l'automne 2023 pour un PLU dont l'entrée en vigueur serait prévue au dernier trimestre 2024, voire au premier trimestre 2025 selon les délais d'instruction et d'enquête. Merci Monsieur Wauquiez. Concernant ce plus 3, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux échanges et je remercie les services, aussi bien municipaux, métropolitains et les élus qui se sont engagés. Jusqu'au dernier moment, on a su faire passer des amendements pour permettre finalement d'intégrer nos remarques qu'on avait fait lors du dernier conseil. Et on peut saluer ce travail efficace et qui a permis finalement de répondre aux attentes du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Monsieur Zajda. Merci, Monsieur le maire. Alors, lors du débat sur le plus 3 du conseil municipal d'octobre dernier, nous avons souligné les points positifs de vos propositions, à savoir la sacralisation des espaces verts dans certains quartiers de Ronc, ainsi que votre demande auprès de la MEL de baisser les hauteurs des constructions. Nous avions regretté de ne pas pousser encore la préservation des terrains non constructibles, comme sur le terrain de foot du centre, par exemple, ou la non-construction d'immeubles sur le site de la piscine actuelle. Pour rappel, une densification urbaine ne peut exister que si l'on adapte le plan de circulation et de stationnement, que si l'on améliore les services publics pour limiter les déplacements polluants, de lutter contre le réchauffement des zones urbaines. Mais rien ici ne nous permet de nous l'assurer. Comme au mois d'octobre, nous nous abstiendrons sur le vote. Je vais profiter de ce temps de parole pour repréciser ici que depuis le début du mandat, nous sommes informés et l'on nous explique les actions de la majorité. Mais en aucun cas, nous ne pouvons y contribuer puisque tout est déjà défini. Vous l'avez déjà d'ailleurs précisé lors du budget, du compte administratif. Pardon. Au mieux, nos remarques sont ignorées, au pire dénigrées. Comme vous l'aviez déjà signalé, seul vous savez, vous êtes intelligent et vous avez les bonnes réponses. Vos agissements ne s'arrêtent pas qu'à nous, vous l'appliquez également à nos concitoyens, qui sont informés plutôt qu'impliqués. Ils sont vite censurés dès qu'ils ne vont pas dans votre sens. Et je ne parle évidemment pas de ceux qui veulent s'exprimer de manière... Je ne parle que de ceux qui s'expriment de manière courtoise. La situation actuelle de chaque élu de Ronc-Autrement est soumise à des situations personnelles variées. Vos comportements parfois agressifs ne nous permettent pas sereinement de poursuivre dans ce sens. C'est pourquoi, au nom de Madame Lotio, absente aujourd'hui, de Madame Abdupré et de moi-même, je vous annonce notre démission collective au sein du conseil municipal, qui sera donc aujourd'hui le dernier. Ronc-Autrement poursuivra la défense de ses valeurs. Nous continuerons à nous exprimer à défaut de pouvoir agir. Je vous remercie, monsieur le maire. Je prends note, ce n'était pas dans le débat du plus 3, mais bon, j'entends, j'irai votre démission et je ne vais pas m'énerver, parce que vous avez mal le prendre. Donc, bon, c'est tout. C'est votre choix, c'est quand même dommage. Mais je ne vais pas faire débat sur le plus 3 parce que je trouve que c'est un travail qu'on a réalisé en toute transparence, en concertation. Et ce n'est pas sur ce plus 3 que j'ai envie d'entendre une démission qui n'est pas pour moi légitime. Je pense qu'on a toujours été dans le dialogue, dans la discussion. C'est sûr qu'on fait appliquer notre programme. On essaye de travailler tous ensemble. Vous considérez que vous n'avez pas été entendu, c'est votre avis. Je ne le partage pas, mais je continuerai moi à travailler avec l'équipe municipale qui est ici présente et les personnes qui souhaitent continuer à travailler avec nous. Voilà. Monsieur Wauquiez.
Simplement, pour poursuivre, vous déplorez votre manque d'association dans le cadre de ce travail sur le plus 3. Pour autant, nous avions travaillé ensemble le projet d'aménagement et de développement durable qui a été le fil conducteur de l'ensemble des amendements qu'on a pu demander à la métropole sur le projet de PLU. Donc, bon, je déplore votre retrait sur ce motif, alors qu'un travail d'association avait bien été mené sur le PADD. Alors, évidemment, ce n'est pas sur le plus 3 qu'on définit notre positionnement. C'est comme c'était la dernière délibération, on a profité de ce moment pour le dire, sinon ça n'avait pas forcément de sens. Ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. Je porte voix. Monsieur Pétillon, excusez-moi. Je voulais dire quelques mots, malgré la dernière nouvelle ici. C'est que sur 8 ans de mandat, je pense que j'ai jamais vu, en tout cas ce qui concerne la municipalité, et que vous conduisez autant de communication sur tous les projets roncois, immobiliers ou des projets d'infrastructure. La com s'est multipliée à chaque fois depuis que je suis élu, et j'en suis très heureux. Maintenant, sur cette étape, sur le plus 3, parce que c'est encore une étape, il y a encore l'enquête publique, sur laquelle chacun peut encore se prononcer jusqu'à la fin de l'enquête publique. Donc c'est pas le dernier round, je dirais. Et puis on peut encore participer sur le numérique à cette enquête publique. Donc je vous invite encore à le faire si vous le souhaitez, comme tout citoyen. Il n'y a pas que les élus de la majorité qui s'expriment. Et c'est vrai que pour en témoigner avec également Romain, c'est que on a beaucoup travaillé sur ce plus 3. Il y a eu très nombreuses réunions en communauté, tant thématiques que sur les points qui ont été soulevés. Je regardais encore ce week-end la participation des citoyens sur la communauté entière, pas seulement sur Ronc. Ronc a eu des participations aussi. C'est un document, je vous invite à le lire. Il y a 816 pages. C'est très intéressant. Je m'endormais toujours d'ailleurs quand je faisais la lecture. Et voilà, ça n'a pas été sans, comment dirais-je, sans intérêt. Je retiendrai deux petites choses qui pour nous sont importantes pour Ronc, mis à part tous les points sur lesquels nous avons eu une réponse positive. C'était surtout pour nous deux points importants. C'était la possibilité pour beaucoup de Roncois de pouvoir, au travers des remarques qui ont été faites, et qui sont pour l'instant simplement dans l'enquête publique encore. Il faut encore franchir ce cap sur, par exemple, les emprises. J'ai fait 2-3 fois d'intervention là-dessus, puisque on avait des retours des habitants qui nous disaient, écoutez, moi je ne peux plus m'étendre. Et on a réussi à se faire entendre là-dessus. C'est pratiquement la ville de Ronc qui a soulevé ce lièvre. Vous allez dire, c'est normal, c'est une ville à la campagne, soulever des lièvres, c'est pas à Tourcoing qu'on le fera, c'est des villes comme les nôtres. Et ensuite, sur les hauteurs qu'on a voulu limiter sur Ronc, puisque au conseil d'octobre, on a souhaité des hauteurs limitées de 7 à 10 mètres, alors qu'on nous prônait d'aller beaucoup plus haut que cela. Donc il y a eu des choses positives faites malgré tout, et tout citoyen pouvait les faire. Même si ce n'était pas en tant qu'élu, en tant que citoyen, vous pouviez les faire. Je ne pense pas avoir lu dans les enquêtes, comment dirais-je, dans les contributions numériques, une contribution venant de votre groupe politique ou de votre groupe d'élus. Rien. Donc c'était comme d'habitude, je vais dire, c'est toujours rien. Voilà, monsieur le maire, la petite intervention que je voulais faire. Merci, monsieur Pétillon. Plus de remarques. Je porte aux voix qui est favorable au plus 3, qui s'abstient. Donc 2 abstentions. Je vous en remercie. C'était la dernière délibération de ce conseil municipal. Je vous précise que les arrêtés et décisions du maire pris par délégation du conseil municipal depuis la dernière séance du 6 février 2023, c'est-à-dire au nombre de 41, elles sont disponibles auprès du secrétariat général et de nos charmantes Marjorie et Axel qui seront là pour vous les présenter. Je vais pouvoir lever la séance et on se retrouve, pour ceux qui seront là, le 3 juillet 2023. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci au public, merci à la presse, merci à notre sténotypiste et merci aux membres du personnel et des directions qui étaient présents. Et merci à la communication d'avoir diffusé sur les réseaux ce conseil municipal. Bonne soirée.